Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Pluraliste, le média d'alternative politique et de débat. Réformer la Constitution était une promesse du candidat Emmanuel Macron. Les mesures prévues à l'origine étaient notamment la réduction du nombre de députés et l'instauration d'une dose de proportionnelle pour leur élection. Mais cette réforme semble aujourd'hui s'éloigner de plus en plus. À l'heure actuelle, c'est l'inscription de la préservation de l'environnement dans la Constitution qui est dans l'air du temps. Ce serait la 25e modification depuis 1958. Plutôt que de petites modifications de la Constitution au cours du temps, des partis et mouvements proposent aujourd'hui un changement complet de la Constitution. C'est dans ce contexte qu'on reçoit aujourd'hui André Bellon, qui se consacre à l'Association pour une Constituante. André Bellon, bonjour. Bonjour. Alors, dans un premier temps, je vous laisse vous présenter succinctement. Oui, c'est toujours difficile. C'est un exercice horrible de se présenter. C'est pour ça qu'on aime beaucoup mieux d'habitude que quelqu'un d'autre le fasse. Comme ça, après, on dit, oui, vous avez oublié quelque chose et c'était mal fait. Mais enfin, je vais quand même essayer. Bon, d'abord, je tiens toujours à dire, je suis Marseillais. Voilà. Ça, c'est important. Chacun a ses origines. Et je tiens beaucoup à la Provence et à la mer. Deuxièmement, je vais pas vous donner mon background complet. Bon, après Marseille, je suis monté à Paris pour faire Polytechnique et j'ai découvert que j'aurais voulu être historien. Bon, voilà. Pour le reste, j'ai eu... Alors là, je ne sais pas s'il faut dire le bonheur ou le malheur d'être député de Manosque, donc Provence, là, il n'y a aucun doute. Pourquoi je dis bonheur ou malheur? Parce que malheur au sens où, quelque part, il y a quelque chose qui m'a gêné dans tout ça. Une espèce de dégradation des mœurs publiques, une difficulté des relations avec les citoyens qui, depuis, ne s'est pas arrangée, c'est le moins qu'on puisse dire. En même temps, on peut dire bonheur au sens où ça m'a fait connaître la vie publique et ça m'a fait comprendre la règle du jeu, ce qui est important quand on veut la changer, justement. Et bon, ensuite, j'ai fait un peu d'itinérance associative, disons. Et on en est arrivé à quelques-uns à penser que dans le cadre actuel du système, on pouvait parler tous les jours de démocratie, c'est d'ailleurs ce que font nos dirigeants. Plus ils en parlent, moins ils le font, en gros. C'est inversement proportionnel. Et donc que quelque part c'était la règle du jeu qu'il fallait changer. Et donc on a créé l'Association pour une Constituante à l'issue du référendum sur le traité constitutionnel européen et de la suite, c'est-à-dire de cette espèce de manière de bafouer la volonté populaire qui a été celle de Nicolas Sarkozy avec le soutien tacite de François Hollande. Il faut appeler un chat un chat. On aura l'occasion de revenir plus en détail sur l'association voilà. et les raisons pour lesquelles vous l'avez créée. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on s'intéresse au constat que vous faites de la vie politique française à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, pour revenir tout de suite à ce que vous disiez sur les difficultés des relations avec les citoyens que vous avez expérimentés lorsque vous étiez député, qu'est-ce que vous entendez par là précisément ? D'abord, il faut savoir que moi, donc député de Manosque, c'est une zone rurale. C'est pas du tout la même chose d'être député de, je sais pas moi, le 13e arrondissement de Paris, par exemple, et d'être député de Manosque. Dans ma circonscription, il y avait 100 communes sur un territoire qui faisait en gros 300 km avec 2 cols de haute montagne. Vous voyez, donc c'est pas des relations très différentes de celles qu'on peut avoir dans un quartier de grande ville. Ce qui a à la fois l'inconvénient que les communes entre elles ne se connaissent pas obligatoirement, puisqu'elles sont assez éloignées, et en même temps que les habitants, les citoyens des communes, eux, se connaissent en général. C'est-à-dire qu'il y a encore une vie sociale et que le rapport avec le parlementaire, sous réserve que le parlementaire fasse son boulot,
Moi, je suis passé au moins une fois chaque année dans chaque commune. Bon, vu la distance, c'était pas évident, hein. Du coup, oui, j'avais des relations avec les gens, je les connaissais, mais j'ai vu quand même à quel point il y avait une dégradation à laquelle moi et les autres d'ailleurs, hein, nous ne pouvions rien, à savoir que le pouvoir central, à l'époque Mitterrand, euh, bon, je vais caricaturer exprès, hein, bon, se fichait éperdument de ce que pensaient les députés. Voilà. Donc la rupture n'était pas obligatoirement entre les parlementaires et les citoyens, encore qu'il y en a, hein, il faut pas se le cacher, hein. Il y a des parlementaires qui font leur carrière et qui se fichent éperdument de ce que pensent les citoyens, mais le parlementaire qui connaît les citoyens de sa circonscription n'est pas reconnu par le pouvoir central. Voilà. Et donc la rupture, elle est là aussi. Et donc quelque part, on n'est plus en démocratie au sens où la démocratie, c'est pas le fait de voter tous les 5 ans pour quelqu'un qui après fera ce qu'il veut. Non, la démocratie, c'est qu'il y a un lien social et que ce lien social débouche sur un projet collectif et la participation de ce projet. Voilà. Et c'est ça la question. Et depuis, ça c'est, d'après tout ce que j'en sais, ça s'est dégradé d'année après année. Voilà. Donc la cause principale de ce désintérêt et de la rupture, pour vous, c'est la différence de distance entre le pouvoir central et la population. Je pense que, enfin, je suis pas le premier à faire ça, à parler de ça, et je suis pas le premier à avoir écrit là-dessus, hein. La question, c'est le pouvoir. Quand on parle de démocratie, hein, Demos Kratos, Demos le peuple, Kratos le pouvoir. Donc l'idée, c'est bien le pouvoir est au peuple. D'ailleurs, dans la Constitution, à l'article 3, la souveraineté nationale appartient au peuple. Mais le problème étant, où est le pouvoir? Où est-il? En théorie, toujours en démocratie, il est dans le peuple et donc dans ses représentants. On reviendra après sur la notion de représentation, hein. C'est une question qui n'est pas négligeable, surtout aujourd'hui. Mais supposons qu'il soit bien représenté. C'est une hypothèse un peu osée, mais supposons. Y a-t-il pour autant le pouvoir dans le peuple et ses représentants? Alors que nous savons parfaitement que pour une large part depuis les années 80, c'est-à-dire depuis ce qu'on appelle la mondialisation, le pouvoir est quelque chose de très éloigné à la fois du peuple, de la nation, du pays. En plus, c'est renforcé par une Union européenne dont le rapport avec les citoyens est plus que distant. Donc le pouvoir, à l'extrême, on ne sait pas où il est. On le sait, on le subodore, on voit bien les intérêts financiers, les intérêts économiques, les intérêts des experts, etc., etc. Mais il n'est pas facile à appréhender. Dans l'idée, si je reprends l'exemple de la Révolution française, par exemple, dans l'idée des révolutionnaires, le pouvoir, c'était simple, il était chez le roi et les nobles. Bon, donc, on pouvait le caractériser. On pouvait même lui donner des figures. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont décidé de guillotiner le roi, parce qu'en le guillotinant, symboliquement, ils tuaient le pouvoir. C'est ça le symbole. Bon, après, je ne vais pas discuter sur la peine de mort, ça c'est un autre débat, mais aujourd'hui, où est le pouvoir? Et quelque part, si on parle de démocratie, on ne coupera pas cette question. Et on ne la résoudra pas par des comités tartampouillons dans un coin perdu qui prétend rénover la vie publique. Non, c'est important qu'il y en ait, mais ça, c'est accessoire. Donc tout à l'heure, vous avez cité l'article 3 de la Ouais. Constitution, voilà, donc, qui explique que la souveraineté appartient au peuple. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment vous le comprenez? D'abord, le texte même, c'est la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce soit directement par référendum, soit par l'intermédiaire de ses représentants. C'est ça la phrase exacte. Bon.
euh, ça veut dire beaucoup de choses, parce que les mots ont leur importance aujourd'hui. Dans cet article, vous avez souveraineté, nation, peuple. Vous remarquerez que ces trois articles, qui sont le fondement même de la définition de la démocratie en France, puisque c'est la Constitution française dont il s'agit, ces trois mots, dans le discours officiel, sont des mots péjoratifs. Si vous dites nation, nationalisme, repli sur soi, enfin que sais-je. Si vous dites peuple, populisme, oh mon Dieu, c'est méchant, ils sont vilains pas beaux et ils n'ont qu'une envie, c'est de massacrer leurs voisins et d'être égoïstes, bien entendu. Et souveraineté, c'est souverainisme, etc. Alors, de deux choses l'une. Et c'est pour ça que j'avais fait dans le monde diplomatique, justement, un article qui s'appelle Bonapartisme aux constituantes. De deux choses l'une. À un moment, on est obligé de trancher lorsqu'on est dans des ambiguïtés de ce genre. Soit on dit, ces mots sont tellement horribles, c'est pas mon avis, hein, mais il y en a qui le disent. Ces mots sont tellement horribles que, bon, bah, il faut les changer. Et donc, on abolit l'article 3 de la Constitution. On est logique. Et on crée un système qui vraisemblablement sera autoritaire. Hein. Bonapartisme. Ou bien on dit au contraire, ils ont un sens profond, qui est la vie du citoyen, sa participation à ce collectif qu'on appelle le peuple. Et à ce moment-là, on donne les moyens que cet article reprenne sens. C'est-à-dire, on recrée la vie publique. Hein? Quand vous disiez, est-ce que la politique, en ce moment, devrait être... J'en sais rien. La politique, je suis sûr que c'est qu'il n'y a plus de vie politique. Il n'y en a plus. Parce que la vie politique, au sens historique, hein, politique, c'est la vie de la cité, ça vient d'Aristote. Bon, c'est l'idée qu'il y a des citoyens, qu'il y a une pensée et qu'il y a une possibilité de critiquer et que cette critique débouche sur quelque chose. Bon. Or, nous sommes dans une situation dramatique, hein, où non seulement la vie publique est restreinte à des trucs accessoires, hein, vous aurez le choix de savoir quel arbre il faut planter sur la place de la mairie. Bon, je ne dis pas que c'est inutile, mais enfin, ça ne résume pas la vie publique, c'est le moins que je puisse dire. Ou bien, il faut accepter qu'on a la capacité de penser. Or, on a instillé dans l'esprit des gens, et on essaie encore de l'instiller, qui sont trop bêtes pour pouvoir choisir dans un monde complexe. C'est ça l'idéologie actuelle. On cherche à nous faire croire que nous sommes incapables de penser. Et ça, c'est fondamental. Nous ne sommes pas incapables de penser, et je dirais même qu'il m'arrive de croire, connaissant un peu le milieu, disons, des grandes écoles, pour faire bref, hein, qu'il y a des gens qui sont à la tête de pas mal de pouvoirs qui n'ont pas une pensée très élaborée. Et alors, justement, enfin, quand vous dites on cherche à nous faire croire, enfin, qu'est-ce que vous mettez derrière ce on? Ah ben, ceux qui dirigent, mais mettons, le pouvoir économique. Nous ne pouvons pas changer le pouvoir économique parce que c'est comme ça, il y a des lois économiques. Rien que le mot de loi, moi, m'insupporte. Alors, pour la petite histoire, parce que souvent on me dit, oui, mais enfin, vous ne connaissez pas. J'ai fait un master d'économie, donc je connais au moins le vocabulaire. Bon. Il n'y a pas de loi économique. Il y a des pensées économiques. Et ces pensées peuvent être contredites. Depuis que le concept d'économie, d'ailleurs quand on dit science économique, moi j'aime pas le mot science, hein. Je pense que, mais ceci est un autre débat. Je pense que c'est pas une science. C'est une technique, c'est une pensée, mais c'est pas une science. Bon, cela étant,
on cherche à nous faire croire que la science économique est une science et qu'elle obéit à des lois. Bon, ben c'est déjà une chose qui fait qu'on restreint notre pensée. S'il y a des lois, on ne peut pas être contre. Et c'est quoi ces lois? C'est le libéralisme économique poussé à son extrême dans la forme mondialisée. Avec ce postulat depuis toujours que l'égoïsme de chacun, mis bout à bout, ça fait l'intérêt général. Enfin, ça, honnêtement, ça m'a même jamais fait sourire. C'est idiot comme pensée. Mais c'est extraordinairement oppressif. On n'a pas le droit de penser autre chose. Et sur tous les sujets, il en est ainsi. Prenez la question du climat, par exemple, qui aujourd'hui... Attendez, je vais finir. Je vais revenir à ce qu'on disait. Donc derrière ce on, vous mettez le pouvoir Alors oui, il y avait économique. le pouvoir Vous mettez économique, d'autres choses. il y a le pouvoir des médias. Oui, là, j'étais en train de déraper. Il y a le pouvoir des médias. Parce que les médias sont quand même un instrument qui tente, plus ou moins bien, enfin il y arrive souvent, de façonner la pensée. Il impose une manière de penser. Moi, je vois un certain nombre de journaux qui, historiquement, étaient des journaux, oui, disons, de vrais débats, des journaux critiques. Vous pensez auquel? Le Monde, par exemple. Bon, Libération, moi, ça m'a toujours un peu fait sourire, mais oui, Libération est un journal idéologique, mais Le Monde était théoriquement un journal, ce qu'on appelait autrefois des journaux sérieux. Il peut se discuter comme vocabulaire d'ailleurs, mais il y avait un débat réellement. Là, aujourd'hui, il est très formaté. Alors, où se situe le débat? Et s'il n'y a pas de débat, et ça l'histoire le prouve, lorsqu'il n'y a plus de débat entre les citoyens, lorsqu'il n'y a plus d'esprit critique, ce qui est le fondement même de la nature humaine, l'homme est un animal politique. Lorsqu'il n'y a plus ça, soit on devient complètement aliéné, soit il y a des révoltes violentes. L'histoire prouve que c'est l'un ou l'autre. On peut tomber dans le monde de Orwell. Oui, tous les gens sont tellement abrutis par un système qui les opprime qu'ils ont décidé que ne pas penser, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est pas mon projet. Voilà. Je pense que la démocratie, quand on en parle, ça doit d'abord poser ce type de questions. Tout peut se discuter. De ce point de vue, vous connaissez sans doute comme moi Alain Supiot, je suppose. Alain Supiot, professeur au Collège de France, qui a fait un livre que je trouve fort intéressant qui s'appelle L'Esprit de Philadelphie, où il repart des grands événements après la Deuxième Guerre mondiale et en expliquant que la première conférence, contrairement à ce qu'on croit, on pense toujours à l'ONU. Non, la première, c'est Philadelphie, le débat sur le droit du travail. Création de l'OIT, etc. Et il dit la mondialisation n'est pas un fait de nature. Je partage totalement. C'est pas un truc qui est parce que Dieu l'a décidé. Non, c'est une construction humaine qui correspond à certains intérêts. Et qui correspond. Alors, pouvoir économique, enfin, pouvoir des médias avec un changement idéologique et d'autres facteurs encore, d'autres forces? Oui, moi je dirais le dérapage de l'université. Mais peut-être que l'université, bon, moi je suis pas un produit vraiment direct de l'université, même si j'y suis passé de façon un peu anecdotique. Donc, je ne m'hasarderai pas à porter un jugement définitif. Mais il me semble que dans l'histoire, effectivement, l'université a toujours eu des dominantes de pensée. Bon. Disons que l'actuelle ne me paraît pas la meilleure, mais je ne m'hasarderai pas plus longtemps dans ce débat parce que je ne connais pas assez. D'accord. Vous avez, vous avez mentionné à plusieurs reprises là, la notion de peuple. Qu'est-ce que vous entendez derrière? De peuple? De peuple? Qu'est-ce que vous entendez précisément par le peuple? Comment vous le définissez? J'aurais d'abord une tendance à dire, ça va vous paraître une définition stupide, mais je vais la faire quand même,
c'est le corps politique qui emmerde tous ceux qui veulent nous empêcher de faire vraiment de la démocratie. Je suis ravi si cette définition a un certain succès. Si on peut leur dire qu'ils nous emmerdent, ça me fait plaisir. Jean Rosanvallon fait des bouquins pour expliquer que le peuple, ça n'existe pas. Ben, c'est pas parce qu'il a jamais vu que ça n'existe pas. Bon. Alors, de manière moins humoristique. Le peuple, c'est l'ensemble des citoyens constitués en corps politique. Ça ne veut pas dire uniquement des gens, hein, parce que c'est la nouvelle mode dans certains milieux de gauche. On prend des gens, par exemple tirés au sort, hein, et on dit ils représentent le peuple. Non, c'est des gens tirés au sort, c'est tout. C'est pas le peuple. Le peuple, c'est un corps politique qui s'assume en tant que corps politique et pour dire qu'il existe et qu'il est capable d'assumer un certain nombre de choix et donc le pouvoir, disons. Ça, c'est la démocratie. C'est l'ensemble des citoyens. Quand vous mentionnez la notion de citoyen, vous l'entendez au sens légal avec la limite d'âge ou par exemple, est-ce qu'un étudiant qui militerait contre une réforme de l'université tout en n'ayant pas le droit de vote appartiendrait selon vous au peuple? Alors, si je répondais sous forme de boutade, le bébé qui vient de naître, effectivement, alors après, il y a une limite. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des citoyens en gestation et des gens qui sont citoyens. Bon. Où doit se situer cette limite? Très honnêtement, c'est une question qui existe depuis toujours. Bon. Il est clair qu'il en faut une, si je vous reprends l'exemple du bébé. Hein. C'est pas parce que on est en gestation qu'on n'a pas le droit d'exprimer une opinion. C'est-à-dire que ce que vous évoquez, c'est est-ce que tout citoyen est électeur? Non, il y a des limites diverses, dont l'âge, effectivement. Alors après, moi, lequel est le meilleur, j'en suis rien. Très honnêtement, ça a changé quand même plusieurs fois depuis des décennies. Donc, j'en sais rien. Je sais qu'il y a un moment où c'est pas possible. Je sais qu'il y a un moment où c'est évidemment possible. Alors, entre les deux, c'est sans doute un débat collectif, mais comme on n'a pas plus ce débat-là que tous les autres, je me borne à dire qu'il y a un débat, mais incontestablement. Ça n'empêche pas les étudiants, lorsqu'ils ne sont pas électeurs, ce qui, soit dit en passant, est de moins en moins le cas vu l'âge légal pour être électeur. Hein. Il n'y a quand même pas énormément d'étudiants à l'université de moins de 18 ans. Je pense aux lycéens, par exemple. Oui, d'accord. Enfin, s'ils sont en sixième, honnêtement, non. S'ils sont en première, non. Mais moi, j'ai pas envie. D'abord parce que ça m'arrange de pas avoir envie. Hein, bon, mais oui, incontestablement, je vois bien qu'il y a un débat. Tous les problèmes de frontières sont des débats, de toute façon. Bon, là, il y a un problème de frontières. Oui, parlons-en. Voilà. Il est clair qu'il y en a une. Bon. Alors, peut-être que certains le ressentent plus que d'autres au même âge, c'est possible aussi, ça. Ce qu'il faut simplement, c'est que la règle soit commune à tous, hein, et qu'il n'y ait pas des règles à géométrie variable en fonction de l'origine sociale, par exemple. Vous avez évoqué tout à l'heure les formes de démocratie participative avec un regard assez moqueur. Pour vous, ça n'a aucune possibilité de réellement revitaliser la démocratie, ces formes par exemple de budget participatif dans les communes ou de jury citoyen, ou même par exemple à l'heure actuelle la convention citoyenne sur le climat? D'abord, parce qu'après je vais l'oublier, je soupçonne que vous n'avez pas lu mon article contre la Convention citoyenne sur le climat, donc je vous l'enverrai. Il m'avait été demandé par Attaque et il a été publié dans le cadre de leur journal qui s'appelle Les Futuribles, où il y a tout un dossier sur la Convention citoyenne pour le climat.
Donc, il n'y a pas que mon article, hein, c'est clair. Le mien, il est contre cette convention, je vais vous expliquer pourquoi, mais il y en a qui sont pour. Mais qu'il y ait un débat, moi, me gêne pas. Ce qui m'ennuie, c'est quand il n'y a pas de débat. Et ce qui m'ennuie, c'est ceux qui m'expliquent que quand il y a le suffrage universel, c'est antidémocratique, et quand il y a tirage au sort, c'est démocratique. En gros, hein, je caricature, mais à peine. Hein. Il y a, je ne sais plus combien, 40 millions d'électeurs, hein, quelque chose comme ça. Bon. Donc, si je comprends bien leur raisonnement, quand on explique à 39 900 000 électeurs qui ne voteront plus, c'est démocratique. Il faut le poser comme ça. Et je trouve ça scandaleux. Je pense que la démocratie, c'est la participation de tous. Alors, vous avez cité les tentatives participatives au niveau des communes. Bon. Moi, ça me paraît bien qu'il y ait effectivement au niveau des communes des rassemblements de citoyens qui réfléchissent à l'avenir de leur commune, qui fassent des propositions, qui est ensuite à ce qui est, je ne sais pas, moi, un référendum de la commune. Pourquoi pas? Simplement, je dis, la question n'est pas de savoir s'il est bon qu'il y ait ce genre de choses au niveau des communes. La question est de savoir qui participe à ce débat. Pour moi, dans les communes, surtout les petites, c'est tous les citoyens, tous. Je ne vois aucune raison d'aller les sectionner par un tirage au sort. Le tout, c'est que le nombre ne soit pas tel qu'on ne puisse pas le faire. Ça, c'est une vraie question, oui. C'est pas pareil Marseille et Barbizon. Bon. Ou encore moins. Ça, c'est sûr. Bon. Si je vous prends dans ma circonscription, la commune de l'Arche, qui est une commune frontière avec l'Italie, qui est dans mon ancienne circonscription. Bon, il devait y avoir quoi, 50 habitants, et encore en comptant les douaniers, parce que c'est une commune frontière. Oui, c'est plus facile à faire, tous les citoyens, que Marseille. Mais à ce moment-là, il faut prendre les quartiers. Il faut avoir des débats par quartier. C'est d'ailleurs sur cette base, nous, qu'on a conçu la Constitution. Hein. C'est le rassemblement de citoyens à un endroit où ils se connaissent et où le rassemblement de ces citoyens soit possible. Voilà. Alors, si vous prenez par contre la Convention citoyenne sur le climat, bon, premièrement, je ne voudrais pas être méchant, mais c'est une manière habile. Il m'est arrivé de dire une arnaque de la part du président de la République pour faire croire qu'il écoutait le peuple sur cette question climatique. Je pense que le peuple, pour reprendre cette expression, n'a pas besoin qu'il fasse ce genre de choses, et surtout pas que ce soit Macron qui le fasse à sa place. Je pense qu'il est capable de le faire, justement, dans chaque commune. Et que, à l'extrême, ça s'appelle une constituante, soit dit en passant. Sauf que la constituante traitera de tous les problèmes, sur la base des cahiers de doléances, sur la base. Ok. Deuxième remarque sur la convention dite citoyenne, moi j'aime pas du tout qu'elle s'appelle comme ça, hein, mais bon, ceci est un autre débat. Deuxième remarque, il ne vous a pas échappé qu'elle était dirigée par des experts. Ces experts ont la particularité particulière, si j'ose dire, de s'auto-désigner. Ils sont capables. Et ils sont là pour prendre des citoyens au sort, parce que malheureusement, le citoyen de base est crétin. Heureusement qu'il y a des experts pour le guider. Si vous ne voyez pas le côté aristocratique de la méthode, c'est que vraiment, on est aveugle. Voilà. Hein, et Le rôle des experts, c'était d'intervenir pour apporter des éléments de connaissance peut-être factuels et plus précis sur des sujets qui sont techniques. Bien sûr. J'espère que vous plaisantez quand vous dites ça. Bon, parce que, franchement, comme disait ma grand-mère, tu racontes ça à un cheval de bois, il te fait une ruade. C'est ridicule comme idée. Ils sont là pour guider vers les résultats qu'ils veulent avoir. Bon, bien entendu. Bon, d'ailleurs, ils sont arrivés. Bon. Et maintenant, ils ne sont pas contents parce qu'on ne les reprend pas complètement. Mais
Il y a un certain nombre de déclarations, vous le verrez dans le texte que je vous ai promis, mon texte sur la Convention climat. Il y a un certain nombre de déclarations de ces experts, c'est ceux-là d'ailleurs, dont un certain nombre étaient des dirigeants de la Convention climat, Loïc Blondiot, etc., les gens de Terra Nova, enfin bref. Ces gens-là expliquent, mais sans hésiter d'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire, que malheureusement, devant les enjeux climatiques, on sera obligé de prendre des décisions antidémocratiques. Parce que malheureusement, la tendance naturelle du peuple est de donner des réponses stupides. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Et c'est ça qui est sous-entendu. De quel droit se mêle-t-il de dire qu'eux ont les bonnes solutions et que les citoyens sont idiots? Tout le débat est là. Et ces genres de déclarations, je les trouve détestables et en plus nous mènent inévitablement à la catastrophe parce qu'elles créeront des conflits sociaux. C'est obligatoire. Il faut arrêter de penser qu'il y a des gens qui savent et des gens qui sont stupides. Qu'il y ait besoin d'experts. Vu ma propre formation, je serais mal placé pour dire que c'est inutile. Non. Je dis simplement que l'expert doit donner une expertise dans le cadre d'un débat général de l'ensemble des citoyens, étant entendu qu'un autre expert peut donner une autre expertise qui dise le contraire. Mais s'il y a un seul expert, ou quelques-uns qui disent tous pareil, ce qui était le cas, un seul, ou quelques-uns pareils, avec des citoyens qui de toute façon ont été choisis de manière discutable et qui en tout cas ne représentent pas l'ensemble des citoyens, je dis, ça c'est antidémocratique. La démocratie, c'est de faire confiance à tous les citoyens. Parce que chacun a sa part de vérité, chacun viendra l'exprimer. C'est pour ça que quand nous avons fondé l'association Bonne Constituante, et nous le disons toujours, nous disons, la question principale n'est pas de changer les institutions. Bien entendu, elles sont détestables, et donc il faudra les changer. Mais la question principale, c'est au travers de ce processus qui mène à la Constituante, de reconstituer le peuple, de redonner confiance aux citoyens parce qu'on écoutera ce qu'il dit, les cahiers de doléances, et de créer cette espèce de dynamique qui part du terrain, au plus près des citoyens, pour remonter à l'ensemble des citoyens. Voilà. Et certainement pas en prenant 150 personnes tirées au sort. Bon, d'autant plus que dans les 150 tirés au sort, comme il a dû y en avoir autant qui ont dit qu'ils ne voulaient pas venir mais qui pensaient le contraire, bon, ça devient une sélection stupide. Mais ça c'est encore de la pratique. Il faut redonner confiance aux citoyens. Je pense que ce pays, la France, mais je pourrais dire la même chose sur l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, bon, a besoin de retrouver son peuple. Il a perdu son peuple. Et quelque part, la seule fois où il a réémergé, c'est les Gilets jaunes, et ce qui a été la réponse, c'est de leur tirer dessus en leur faisant perdre un œil ou une main. Voilà. Ça c'est la réalité. Et pas les comités théodules qui arrangent tout le monde. Enfin, qui arrangent les dirigeants. Par rapport aux Gilets jaunes, justement, quel regard vous portez sur le mouvement à l'heure actuelle? D'abord, ce qu'il y a d'extraordinaire, et je pense qu'il faudrait le dire, le redire, c'est qu'il existe encore. C'est quand même, ça fait longtemps, plus de 2 ans. Toujours là. Ça veut dire que ça correspond à quelque chose de très profond. Il y a d'autres mouvements qui ont essayé, qui ont duré quelques mois, et puis c'est tout. Il y a réellement une recherche. Alors évidemment, il n'a pas la vitalité qu'il avait au départ. Ça ne veut pas dire que les causes ne sont pas toujours là. Il m'est arrivé de faire une réunion publique, c'était à côté de Montceau-les-Mines.
Et il y avait un certain nombre de gilets jaunes dans la salle, c'est sur la démocratie, hein, ça ne vous surprendra pas. Il y avait un certain nombre de gilets jaunes dans la salle qui avaient leurs gilets jaunes, bien entendu, et qui m'ont dit, enfin question, hein, nous avons fait ça, nous n'avons rien obtenu, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je me suis permis de leur répondre ceci. Le fait que vous n'ayez rien obtenu, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, même s'il me semble assez évident que par rapport à ce que vous souhaitiez, vous êtes loin d'avoir obtenu. Mais il y a une chose que vous avez obtenue qui n'est pas encore claire, mais qui va se clarifier petit à petit. Votre combat a permis de réintroduire le mot peuple, justement. Vous n'êtes pas le peuple à vous tout seul, mais vous avez réintroduit le mot peuple. Et vous faites partie du peuple. Et ça, c'est une chose fondamentale, parce qu'en face, il y avait des forces qui voulaient tuer ce mot, qui voulaient lui enlever tout sens. Eh bien non, vous avez obligé à reparler de cette question. Et d'ailleurs, on en parle, regardez bien, on n'en parle plus de la même manière aujourd'hui. Donc je crois que oui, alors après, on peut discuter sans fin sur les dérapages ci de là. Oui, il y en a toujours dans tout mouvement. C'est pas ce que j'apprécie le plus, hein, loin de là. Il n'empêche que la question fondamentale, c'est celle que je viens d'évoquer. Et je vois que dans notre association d'ailleurs, un certain nombre de gilets jaunes sont venus adhérer et participent. D'ailleurs, il y en a certains qui sont rentrés au bureau. Voilà, et ils participent à notre maillage territorial. Alors justement, si maintenant on s'intéresse à l'association pour une constituante, pour quelle raison est-ce qu'elle a été créée à l'origine? En réaction à quoi? Alors, je reprends en détail. Oui, là, j'allais trop vite au départ. Acte 1, il y a le traité constitutionnel européen. Bien. C'est pas pour parler de moi, mais quand on parle d'un truc comme ça, il faut y avoir participé. Sinon. Donc j'ai, comme beaucoup d'autres, participé au débat. Pour le nom, je vous étonnerai pas. J'ai souvenir d'être allé, entre autres, à Limoges. Limoges, c'est une ville de 100, 110 000 habitants, quelque chose comme ça. Il y avait entre 1000 et 1100 personnes. On nous avait donné une salle de 500 personnes. Je croyais qu'on remplirait le tiers, elle était hyper pleine. Il y avait 300 personnes debout, et il y en avait 300 qui ont dû aller dehors. Heureusement, il faisait beau. Donc, 1% de la population. C'est exceptionnel. Donc, il y avait un vrai débat, une vraie mobilisation. Voilà. Après, chacun jugera pourquoi et comment, mais il y avait. Et à un moment, bon, j'ai fait un discours comme de plusieurs autres, hein, je n'étais pas le seul, et j'aurais dit à un moment quelque chose, ça m'a étonné qu'ils applaudissent parce que je pensais que c'était une phrase de liaison simplement. Hein. Je leur avais dit, je pense que la majorité de ceux qui sont là sont pour le non, ça paraît logique, puisque c'était une réunion du non. Cela étant, je pense qu'il y en a qui ne savent pas et qui viennent voir, qui écoutent, connaître les arguments des uns et des autres, ce qui est normal. Et je pense qu'il y a même quelques partisans du oui, parce qu'ils veulent connaître les arguments de leurs adversaires. Et c'est à cela que je voulais dire, vous avez parfaitement le droit de voter oui, heureusement d'ailleurs. Il faut que vous sachiez simplement que votre oui ne vaut rien si vous n'avez pas le droit de dire non. Et c'est là qu'il y a eu un applaudissement, j'ai compris que je leur avais dit liberté. Il y a eu un débat sur la liberté à ce moment-là. Toute la presse, ou presque, était pour le oui. Toute. Tous les dirigeants politiques, enfin presque, pas tous, hein, bon, étaient pour le oui. 92% des députés étaient pour le oui. Et il y a eu non. C'est la preuve même qu'il y a un problème de représentation politique. Bon. Et que donc, il fallait tirer les conséquences de cette situation. Or, au lieu de tirer les conséquences de cette situation,
ce qui aurait demandé d'essayer de trouver des mots d'ordre rassembleurs par rapport à cette situation. Par exemple, appeler à la démission du président de la République qui était pour lui, comme De Gaulle en 69. Appeler à la dissolution de l'Assemblée nationale, 92% qui sont pour le oui alors que c'est le non, il y a un problème politique. Bon. Au lieu de ça, on a vu se manifester des prises de position. Bon, moi, je les ai surtout vues à gauche, mais pareil à droite. Sur le thème, il nous faut à la présidentielle un candidat du nom de gauche. C'est idiot. Il n'y avait pas de nom de gauche, il y avait un nom du peuple français. Il y avait des gens de gauche, il y avait des gens de droite, il y avait des gens qui ne se raisonnaient pas sur ce terrain-là. Vouloir un candidat du nom de gauche, ça ne pouvait mener qu'à l'échec, ce qui a été le cas d'ailleurs. Je crois qu'il y a José Bové qui a dû faire 2%. Au lieu de ça, donc chacun est reparti dans ses chapelles sans se poser la question de la signification politique globale. Et à mon avis, ça a aidé Sarkozy à bafouer le vote des Français. Et ça a été le traité de Lisbonne. C'est-à-dire avec, je précise, le soutien tacite de François Hollande. Bon. On s'est dit, un certain nombre, ça ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'on raisonne dans des critères qui sont des critères archaïques, d'avant-guerre, si je peux dire. Et on doit effectivement sortir du schéma actuel pour reposer la question de la souveraineté populaire, de toutes les contraintes qui sont imposées, qui font qu'on a le droit de débattre de rien, et donc de la reconstitution du corps politique et du citoyen, donc le peuple et le citoyen. Voilà. Et c'est là qu'on s'est dit. Donc, pour vous, la Constitution, oui. Des sujets comme la souveraineté nationale du peuple, c'est transpartisan. C'est pas le clivage gauche-droite est pas forcément applicable et peut-être même, enfin, pas pertinent à l'heure actuelle, selon vous? Il y aura toujours un côté gauche-droite, toujours. Il y a toujours un côté gauche-droite. Il y en a toujours eu, il y en a toujours un. Le problème n'est pas de savoir s'il n'y en a pas. Le problème est de savoir comment il s'exprime et sur quel sujet. Pendant quelques décennies, disons entre 80 et aujourd'hui d'ailleurs, le clivage gauche-droite s'exprimait sur des problèmes que moi personnellement je trouve soit annexes, soit dangereux, les questions sociétales uniquement, mais plus du tout sur les questions qui font l'histoire de la gauche et de la droite, c'est-à-dire les questions sociales. Et la remise en cause de la mondialisation libérale. Le PS, c'est lui qui dirigeait l'OMC. Hein. Bon, il faut le faire. Bon, c'est lui qui dirigeait, qui nommait les dirigeants de la Banque Centrale Européenne. Bon, moi je veux bien qu'on dise la gauche, elle est là, j'ai un certain mal à le croire. Donc il y a toujours gauche et droite, simplement, encore faut-il qu'elle puisse s'exprimer sur les thèmes qui sont les thèmes de gauche et de droite. Et en particulier la question sociale. C'est pas le cas. Et pour qu'ils puissent s'exprimer, alors là je vous accorde qu'il y a un vrai débat, pour que ce clivage-là puisse s'exprimer, il faut qu'il y ait un corps politique global qui s'appelle le peuple. Parce que la gauche et la droite, ce sont des fractions du peuple. S'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de gauche et de droite. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que je suis contre. Au contraire, moi j'ai toujours été à gauche. Je dis simplement que ça ne peut pas s'exprimer sans que les questions que j'évoque aient été traitées au préalable. Si on reprend l'exemple que tout le monde cite, donc je vais le faire aussi, le CNR à un moment, il s'est pas posé, le Conseil national de la résistance, il ne s'est pas posé la question des étiquettes, il veut dire on doit être tous ensemble pour virer l'occupant. Puis ensuite, il y a eu la gauche et la droite, bien entendu, normal. Alors, quel processus concret doit mener à la constituante dans la vision que vous avez? Alors, à partir du moment où le problème clé,
n'est pas la constituante en elle-même. Elle, c'est l'aboutissement. C'est le symbole, c'est le phare, si je peux dire. La balise vous laisse le choix. Il y en a un qui est plus gros que l'autre. À partir du moment où ce n'est que le but, la question, c'est la reconstitution du corps politique souverain qui s'appelle le peuple. Et de ses composants qui s'appellent les citoyens. Voilà. Bon. Je m'excuserai au passage, je fais exprès pour dire que dans les débats stupides, enfin stupides non, mais disons un peu marginaux, qui ont marqué et qui marquent encore la vie publique aujourd'hui, j'aurais dû dire les citoyens et les citoyennes. Mais vous m'excuserez de ne pas le dire à chaque fois. Bon. Ça ne me paraît pas l'élément fondamental de la recréation du progrès aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas pour l'égalité homme-femme, loin de là, ça a toujours été un des buts. Mais il faut reconstituer le peuple à qui appartient la souveraineté. Et ce n'est pas sérieux de nous dire, quand on pose ce genre de problème, ah, vous êtes souverainiste, vous êtes populiste. Je trouve ça stupide sur le plan intellectuel et dangereux sur le plan historique. Ça mène inévitablement à des affrontements. La constituante, c'est le moyen pacifique, démocratique et rassembleur pour sortir de la crise politique dans laquelle nous sommes. Parce qu'on est dans une crise politique. Donc, comment on y parvient concrètement à cette constituante? Rien, comme on est toujours parvenu dans l'histoire lorsqu'il y a des grands changements nécessaires. Alors je sais qu'il existe un certain nombre de personnes qui disent on y parvient par les élections, et en particulier par la présidentielle. Il y en a même qui sont subtils et qui mettent dans leur programme l'élection de la constituante, qui n'est d'ailleurs pas en numéro 1 en général, mais peu importe. Et il y en a encore plus subtils qui disent je suis candidat, mais uniquement pour la constituante. Ils ne disent pas toujours élection, d'ailleurs, soit dit en passant. Bon, moi, l'histoire le prouvera. À mon avis, elle l'a déjà prouvé. Ça ne mènera à rien. Ça fait perdre du temps, c'est tout. Bon. Ceux qui se présentent sur ces bases-là, d'abord, je pense qu'ils ne seront pas candidats parce qu'il faut les signatures. Et deuxièmement, s'ils sont candidats, ils feront peanuts. Voilà. Mais bon, on verra bien. Ce qui est ennuyeux, c'est à chaque fois, on perd 5 ans avant de dire ah ben oui, c'était pas la bonne idée. La bonne idée, c'est de dire nous prenons ça comme objectif. Nous l'affirmons comme objectif. Nous mobilisons nos citoyens en leur disant c'est l'objectif. Nous cherchons à convaincre. Et dans l'histoire, à ma connaissance, on n'a jamais dit que tous les changements importants se faisaient parce que les dirigeants en place voulaient bien participer à les faire. Louis XVI ne voulait pas les États généraux, contrairement à ce qu'on nous raconte. Bon, n'empêche qu'il les a fait. Parce qu'il y a un moment, oui, il y a les questions financières, bien sûr, mais il y a un moment où on ne peut pas éviter. Parce que l'histoire impose. Et je crois que l'histoire impose une réflexion sur les questions que j'évoque, c'est-à-dire le peuple, la souveraineté, la confiance en l'humain, d'un point philosophique majeur. Si on ne se saisit pas de ce genre de questions, effectivement, on aura un gouvernement autoritaire, parce que de toute façon, on ne peut pas rester dans cet entre-deux où nous sommes aujourd'hui. Moi, je préfère la solution démocratique. Donc, vos activités au sein de l'Association pour une constituante, concrètement, ça consiste en quoi? Ça consiste d'abord à faire connaître l'objectif. Donc, à créer, nous, on essaie de fonctionner, alors par parenthèse, oui, nos statuts sont très clairs. Un, on a quelques principes auxquels pensons qu'il faut être attachés, c'est-à-dire que nos adhérents doivent être démocrates, ça ne vous surprendra pas, républicains, attachés à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, et pour le reste, et évidemment souhaitant élire une constituante, donc attachés au suffrage universel.
Sous ces réserves, qui ne sont pas des détails, hein, mais qui sont quand même assez larges, le reste ne nous concerne pas. Étant entendu que, encore faut-il que les citoyens, si les adhérents, s'ils sont membres d'un parti ou autre, ne mélangent pas les choses. On ne veut pas le savoir. En aucun cas, ils peuvent utiliser le site de l'association dans une élection. En aucun cas. Pour le reste, on fonctionne en cercle, c'est-à-dire que le bureau national, pourquoi est-ce qu'il y a un bureau? Parce que premièrement, parce que statutairement, c'est nécessaire pour avoir des salles, comme ça, pour avoir une assurance, donc des salles. Donc, il y a un bureau. Deuxièmement, parce que il y a des problèmes administratifs tout bêtes, distribuer un certain nombre de tracts lorsqu'ils ont été faits par l'Assemblée, des trucs comme ça. Donc c'est plus une instance administrative qu'une instance politique. Bon. Donc le président, à savoir ma pomme, c'est plus un porte-parole qu'un président, voilà. Pour le reste, les cercles font ce qu'ils veulent sous réserve du respect des statuts. Ils font ce qu'ils veulent. L'objectif étant de populariser évidemment l'objet de l'association, ça va de soi. Alors on a des cercles qui marchent, des cercles qui marchent moins, des cercles qui vivent, des cercles qui meurent parce que souvent l'animateur disparaissant, bon, dans toute l'organisation il y a ce genre de problème, et nous les avons comme tout le monde. Voilà. Mais il me semble que le mot d'ordre constituante, élection de la constituante qui était marginal lorsqu'on l'a fondé, donc au moment du traité de Lisbonne, il y a 13 ans et demi, quoi. Cet objectif, aujourd'hui, trouve une certaine résonance. Parce que présidentiel après présidentiel, on se rend compte que le pouvoir, c'est une catastrophe. Et que, à l'extrême, on se demande pourquoi on vote. Bon. Et donc, d'où le mot d'ordre que nous avons lancé il y a déjà 2 présidentielles. Hein. La présidentielle n'est pas la solution, elle est le problème. Je crois que c'est nous qui l'avons lancé. Et deuxièmement, ce qui est le corollaire de la première, remplacer l'élection présidentielle par l'élection d'un constituante. Alors vous me direz, pourquoi est-ce que le pouvoir le fera? Oui. Quand il y a eu des grands changements dans l'histoire, c'est parce que le pouvoir l'a voulu. Ben non. Donc vous imaginez une mobilisation populaire très forte pour forcer le pouvoir à vous accorder ce changement. Là, pour une fois, je reprendrai bien citoyen comme objectif, je dirais une mobilisation citoyenne, même si de façon générale, je préfère que ça soit un nom qu'un adjectif. Je pense que oui, il y a des mobilisations dans l'histoire qui se font lentement et puis qui soudain débouchent, oui, bien sûr. Oui. En tout cas, comme dit l'autre, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. Aujourd'hui, des mouvements qui se réclament constituants, vous l'avez dit, il y en a de plus en plus, c'est une idée qui trouve sa place. C'est très bien. Est-ce que vous êtes en contact rapproché avec d'autres mouvements qui militent également pour une assemblée constituante? Est-ce qu'il y a peut-être une alliance des mouvements constituants? Est-ce que c'est des choses auxquelles vous réfléchissez, que vous planifiez? Alors là, premièrement, j'ai remarqué comme vous qu'il y en a un certain nombre. Bon. Deuxièmement, j'ai remarqué qu'en termes de mot d'ordre, nous n'avons pas tous la même. Nous disons élection d'un constituante. Il y en a qui disent désignation d'un constituante. Désignation par qui? Par le président de la République? Ça me fait sourire. Bon. Donc, élection, ça veut bien dire élection. Bon. Alors, j'ai jamais dit, soit dit en passant, que élection, ça veut dire une espèce d'élection centrale avec tous les partis actuels. Alors ça, sûrement pas. Non, élection, ça veut dire en partant de la base, c'est-à-dire des communes et des quartiers, qui élisent, parce qu'il faut bien à un moment avoir des rassemblements au niveau, qui élisent des députés. Moi, je reprends plutôt la formule qu'il y avait dans la Révolution, les commis de confiance. C'était plus joli comme expression et plus parlant.
c'est-à-dire des gens en qui on fait confiance, qui eux-mêmes vont aller avec d'autres qu'on a de confiance, et puis, en fonction des résultats, revenir devant leur mandant en disant voilà, j'ai accepté ça et refusé ça, et leur mandant peuvent leur dire ben là on n'est pas d'accord, c'est pas ce qu'on t'avait dit, ou dire ah ben oui effectivement il y a des éléments qu'on n'avait pas vus, d'accord ok, ou dire toi ben, tu as plus de confiance, on te liquide, on en met un autre. Ça c'est possible, mais en tous les cas c'est une élection. Bon, c'est pas un type qu'on prend comme ça par hasard ou parce qu'il correspond à je ne sais quelle catégorie statistique, ce qui ne veut rien dire. Bon. Et on ne remplace pas une représentation politique par une représentation statistique. Ça n'a aucun rapport, c'est deux choses très différentes. Donc voilà, l'idée, c'est bien, on part du plus bas. Alors, nous avons des différences avec d'autres qui résonnent comme je viens de vous le dire. Que nous ayons des contacts, des discussions, des échanges, c'est une excellente chose. Après tout, on ne se prétend pas plus que porteur de la vérité. Par contre, il y a des choses auxquelles nous tenons, oui, la citoyenneté, le peuple, etc. Donc, nous essayons de convaincre. Alors vous dites, est-ce qu'on doit faire au-delà de ces rencontres, de ces discussions, de ces échanges, est-ce qu'on doit faire des rassemblements? L'histoire politique, que je connais quand même un peu, m'a prouvé qu'en politique, 1 plus 1, ça ne fait pas toujours 2. Il arrive des moments uniques où ça fait 3. La majeure partie du temps, ça fait plutôt 0,5. Parce que c'est tellement différent qu'on passe son temps à s'engueuler. Et puis, alors, quand vous faites des cartels, alors les cartels, ça c'est extraordinaire, parce que dès que c'est fait, c'est pourquoi il y a celui-là et pourquoi il n'y a pas celui-là. Qu'est-ce que vous entendez par cartel? Des exemples? C'est-à-dire un regroupement qui fait une association supérieure. Voilà. D'accord. Non. Bon, vous aurez alors inévitablement la première question, c'est qui est le chef? Bon. Nous, notre problème, c'est pas de faire des rassemblements d'organisation, c'est de faire des rassemblements des citoyens qui transcendent tout ça. C'est-à-dire que notre rôle, enfin tel que nous le concevons, hein, après, vous me direz si ça marche ou si ça marche pas. Hein. Mais notre rôle, c'est plutôt de faire accoucher, comme disait, je ne sais plus qui c'est Socrate, la maïeutique, parce que sa mère était sage-femme, de faire accoucher la pensée. Voilà. De créer tellement l'envie du débat, de l'objectif, que finalement les citoyens s'en saisissent. Et à ce moment-là, oui, il y a rassemblement. Il y a rassemblement des citoyens. Et pas de groupes oui, qui représentent des gens, pas toujours d'ailleurs, il y en a qui ne représentent rien du tout, mais c'est pas la question. C'est le rassemblement des citoyens qui doit se faire. Et je ne suis pas sûr que le rassemblement des groupes organisés ne soit pas parfois un handicap à ça. Là, pourquoi il y a machin, je l'aime pas, on s'en fiche de ça, ça n'a pas grande importance. Est-ce que les citoyens se reconnaissent? Gilets jaunes, à leur manière, avaient fait quelque chose comme ça au départ. Hein. Bon, après, tout a été fait pour massacrer. Mais, à mon avis, le feu est toujours sous la cendre. Qui plus est, alors là, mais ça serait tout à fait un autre débat, un autre jour, si vous voulez, mais je pense que ce qui se passe sur le plan international, inévitablement posera la question aussi. Je crois que la mondialisation bat de l'aile. Elle mène plutôt à des crises politiques, économiques et industrielles, philosophiques en tout cas. L'Union européenne, honnêtement, bon, en dehors du fait de mettre côte à côte un certain nombre de pays qui, de toute façon, n'ont pas toujours envie d'être ensemble. Oui, on le dit tout le temps, mais enfin, bon, ça ne crève pas toujours les yeux, il faut bien dire. Bon. En plus, ça empêche de réfléchir à d'autres options. Moi, en tant que Marseillais, je suis assez tenté par l'option méditerranéenne, vous vous en doutez. Je pense qu'il y a des choses à faire sur ce terrain-là et que quelque part,
Ce que nous avons construit l'empêche. Donc, bon, il faut réfléchir à tout ça. Oui, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, bien entendu. Hein. Je vois bien, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Donc, il faut regarder ça avec calme, circonspection. Mais il se passe des choses. Écoutez, je reste sur l'Union européenne. Bon, le Royaume-Uni est parti. La Turquie, honnêtement, on ne peut pas dire qu'elle se soit beaucoup rapprochée. La Russie, qui d'une certaine manière est européenne, est plus loin que jamais. La Norvège n'est jamais revenue. La Suède a décidé que l'euro, elle n'en voulait pas. L'Islande, qui avait posé sa candidature, elle a retiré à l'issue de la constituante, parce qu'il y en a eu une dans l'Islande, qui a eu des résultats, contrairement à ce qu'on dit. Alors justement, une question à ce sujet. Est-ce qu'il y a des exemples de constituantes dans le monde qui vous laissent de bonnes raisons d'espérer que ça puisse se passer en France également? Alors là, je me permettrai de renvoyer, je profite de cette question, de renvoyer à ceux qui nous écouteront à notre site www.pouruneconstituante.fr. Pour une constituante tout lié en minuscule. www.pouruneconstituante.fr. Il y a une rubrique, ils ont fait, font et feront des constituantes. Et vous verrez avec étonnement le nombre de pays où il y a eu des constituantes, y compris le Népal, qui n'est pas attendu, y compris des morceaux comme Genève, etc., etc. Alors, celle de l'Islande a fait couler beaucoup d'encre. Si vous voulez, on s'y arrête 2 secondes. Ouais, très bien. Moi, je trouve l'exemple de l'Islande très intéressant. Alors évidemment, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec notre processus expliqueront que ça a été un échec. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Je ne dis pas non plus que ça a été la réussite du siècle. Je dis que c'est trop facile à dire que ça a été un échec. Voilà. Acte 1. Un certain nombre de personnages, de droite comme de gauche d'ailleurs, trouvent que privatiser les banques, qui jusqu'à présent étaient des banques locales qui marchent bien, mais effectivement, ce n'était pas les grandes banques américaines. Ça, c'est sûr. Mais elles-sont nécessaires. Donc, ils trouvent que les privatiser, c'est vachement bien. Du coup, l'Islande devient une espèce de offshore dans lequel les Anglais et les Néerlandais en particulier placent leurs sous. Voilà. Bon. Jusqu'au jour, aux grandes crises 2008, je crois, les banques font faillite. Parce que c'est bien de voir toujours dans la privatisation le progrès, mais lorsqu'on fait faillite, on découvre que ce n'est pas toujours le progrès. Donc, à ce moment-là, les Anglais et les Néerlandais demandent qu'on leur rembourse leurs sous. Mais ils demandent à qui? Au peuple islandais. Le peuple islandais qui, lui, n'en pouvait mais. Donc, je ne suis même pas sûr qu'il avait les moyens de le faire, mais c'est pas lui qui était responsable de la privatisation des banques. Donc, on se trouve dans une situation contradictoire, conflictuelle, et le président islandais, c'est important de rappeler qu'il était de droite, ce qui revient à la question que vous évoquiez tout à l'heure. Il y a des moments où c'est pas si simple. Le président dit, moi je vais demander à mon peuple s'il veut payer. Le résultat n'est pas une franche surprise. Les Islandais répondent non, on ne veut pas payer. Donc crise avec ceux qui avaient mis leur argent, évidemment. Et du coup, le président islandais dit je vais refaire un référendum. Et il en fait un deuxième. Voulez-vous vraiment pas payer? Réponse non, on ne veut toujours pas payer. Et donc là, la crise devient manifeste et le mot d'ordre élire une constituante apparaît. Voilà. À ce moment-là, il y a un processus qui y mène. Alors, soit dit en passant, un certain nombre de secteurs qui passent leur temps à expliquer que la constituante c'est eux, expliquent qu'il y a eu tirage au sort de la constituante en Islande. C'est faux. Il y a eu élection de la constituante. En revanche, il est vrai
Comme il fallait bien qu'elle débatte sur quelque chose, on a fait une espèce de recherche des cahiers de doléances en tirant au sort des citoyens pour leur dire quels sont vos problèmes majeurs. C'est-à-dire, et là, ils se sont exprimés en disant pas mal de choses. Et en recoupant tout ça, on a trouvé les problèmes essentiels et on a dit la constituante devra se saisir de ces problèmes-là. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. À ce moment-là, il s'est produit un problème tout à fait classique dans toute l'histoire des constituantes, qu'elles soient en France ou ailleurs, c'est qu'il y a deux pouvoirs. Le pouvoir de l'Assemblée nationale et le pouvoir de la constituante. Deux pouvoirs qui sont en contradiction. En apparence, et c'est là que ceux qui disent que ça a été un échec prennent une position que je ne partage pas, enfin que je partage peut-être en partie, mais pas totalement. Ils disent ça a été un échec, l'Assemblée a gagné et la constituante a disparu. C'est vrai, mais c'est pas totalement vrai. Il s'est quand même passé plusieurs choses. D'abord, les banques sont redevenues locales et on est revenu à une économie plus territoriale, la pêche, le tourisme, l'agriculture et un peu d'industrie fondée sur les produits de l'agriculture et de la pêche. Deuxièmement, ils n'ont pas payé. Et même les instances internationales, je ne sais plus quels sont les tribunaux internationaux qui gèrent ce genre de choses, leur ont donné raison et ça a été remboursé autrement, mais pas par les Islandais. Troisièmement, le président qui avait mené tout ce processus et qui avait dit qu'éventuellement il ne se représenterait pas, s'est représenté, a été élu sans problème. Donc une confiance. Quatrièmement, l'Islande qui avait demandé son adhésion à l'Union européenne l'a retiré. Donc, d'une certaine façon, la question de la souveraineté est revenue, à sa manière. Et elle est revenue par le biais de ces événements, et par le biais d'une certaine forme de reconstitution des citoyens. Donc je crois qu'il faut prendre tous ces éléments. Aucun processus historique, tel que celui d'une constituante, ne peut se lire comme on lit une bande dessinée. C'est pas Tintin et le sceptre d'autocar. C'est un processus avec des contradictions, des choses qui avancent et des choses qui reculent. La Révolution française, entre 89 et 92, il y a toute une partie qui avance, et puis il y a une partie qui recule. Massacre du Champ de Mars, par exemple. Bon. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses. Faire très attention. Après, il y en a un qui gagne, un qui perd. Mais je pense qu'on ne gagne jamais totalement, qu'on ne perd jamais totalement. Il faut voir qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu. Il est vrai que la première phase de la Révolution française se dénoue par le 10 août 1792, c'est-à-dire la prise des Tuileries, et le 21 septembre de la même année, c'est-à-dire l'abolition de la monarchie. Il a fallu 3 ans. C'est pas des trucs qui se font en un jour. On a eu des questions sur Internet par rapport à la mise en place d'une nouvelle constitution à terme. Ce qui est évoqué par les personnes qui nous ont posé des questions, c'est le risque d'instabilité qui serait inhérent peut-être à une nouvelle constitution, alors que la Ve République est souvent louée pour la stabilité de ses institutions. Qu'est-ce que vous répondrez à cette remarque ? Alors ça, je connais cet argument, bien entendu. Nous avons même fait 2 ou 3 vidéos que vous trouverez là aussi sur le site pour y répondre. La soi-disant stabilité de la Ve République se fait par le refus du contrat social. C'est-à-dire que le pouvoir perdure sans aucune opposition parce que les institutions empêchent cette opposition. Et en particulier empêchent de prendre en compte les aspirations sociales. Donc, quand on me dit c'est une stabilité, oui, c'est une stabilité politique et encore pour une catégorie particulière.
c'est une instabilité sociale pour la majorité des gens. Ce genre de situation, la contradiction, elle est là, par contre. Elle amène inévitablement à la crise politique, c'est-à-dire à l'instabilité politique. Pas parce que c'est stable en apparence pendant un certain temps que ça le reste. Et cette instabilité politique peut mener, encore une fois, je reprends mon expression, bon, parce que je la trouve finalement assez adaptée, bonapartisme constituante. Soit on officialise le côté autoritaire du régime, bon c'est fini, le premier qui bouge, on lui tape dessus, on n'en est pas loin d'ailleurs, soit on dit, bah, maintenant, effectivement, il faut changer les règles du jeu. Mais en tout cas, il faut bien voir que cette stabilité politique est une apparence. André Bellon, on arrive à la fin de notre entretien. Est-ce qu'il y a un sujet ou des aspects de la Constituante que vous souhaitez encore aborder? Oui, il y a un sujet qui est connexe avec celui que vous venez d'évoquer. C'est qu'on dit souvent, oui, le régime de la cinquième c'est la stabilité. Bon, je rajouterai au passage que même des turiféraires de la cinquième, maintenant, on commence à taper dessus en disant que le quinquennat, c'est une horreur, ce qui est vrai, hein, soit dit en passant. Bon, mais laissons ça de côté. Il y a un autre argument qui revient souvent, qui est de dire on ne peut pas faire quelque chose tout seul. Alors, quand on dit ça, ça veut dire en gros la France maintenant ne peut plus faire quoi que ce soit toute seule, etc., etc. Bon. Je crois que c'est un argument très très important et qu'il faut absolument réagir vis-à-vis de cet argument. D'abord, parce que le fait de ne pas être tout seul, disons le fait d'être dans l'Union européenne, le meilleur élève de la répression économique, alors on en rajoute, hein, bon, nous a pas tellement réussi sur le plan social, ni même sur le plan économique ou industriel. Enfin, grâce à la mondialisation, on a perdu pratiquement plus de la moitié de l'industrie française. Et on est en situation économique qui fait que nous étions, paraît-il, au 4e rang. Enfin, je ne garantis pas ce que je viens de dire. Mais on se demande si on va rester dans le G7. Voilà. Donc la question à l'extrême d'ailleurs, c'est est-ce que la France a encore un sens? C'est une question importante. Donc ne pas être seul n'est pas obligatoirement positif. Je ne dis pas que ça n'a pas des avantages. Oui, évidemment, l'Union européenne, par exemple, avec la politique agricole commune, n'a pas été négative. Donc il ne faut pas non plus caricaturer d'un côté ou de l'autre. Il reste que, je tenais à dire, ne pas être seul ne représente pas que des avantages. Alors par contre, être seul, ça veut dire quoi? Aucun État au monde n'est tout seul, hein. Même la Corée du Nord, et pourtant c'est l'exemple le plus caricatural, s'il n'y avait pas la Chine, à mon avis, elle ne durerait pas très très longtemps. Donc elle n'est pas seule. Aucun pays n'est seul. La vraie question, c'est de savoir ce que signifie être seul. Pour reprendre l'exemple de la Révolution française. À un moment, le thème, c'était la France est seule en Europe, tous les pays sont polarisés contre elle. C'est vrai. Mais c'est le moment où elle a le plus gagné, soit dit en passant. Pourquoi? Bon, après, de toute façon, sur Napoléon, qui n'est pas obligatoirement mon idole, quand on veut en faire trop, on finit par se planter. Bon. Mais pourquoi elle a gagné pendant un certain temps? Parce qu'elle avait un discours philosophique qui s'adressait aux humains, quels qu'ils soient. Il s'adressait aux Allemands, il s'adressait aux Italiens, il s'adressait à toute l'Europe à l'époque. Bon. C'est pour ça que d'ailleurs les rois détestaient ce discours. Donc elle n'était pas seule, puisqu'elle avait un discours universel. Le problème, c'est de savoir si nous sommes aujourd'hui capables, ou si nous en avons envie, d'avoir un discours universel.
Or, tout le discours philosophique, et pour moi, c'est pour ça que je pense, ne me dites pas que je suis gramscien, oui, Gramsci a dit des choses, mais enfin, c'est pas le seul. Euh, le conflit fondamental, il est philosophique. Il est dans nos têtes. Nous nous sommes vassalisés. Nous avons accepté le discours dominant. Il n'y en a pas d'autre. On ne peut rien faire. C'est pas possible. Oui, on peut faire. On peut faire si on a envie de faire. À partir du moment où on a décidé qu'on ne peut rien faire, c'est certain qu'on ne fera rien. Et la question de la constituante, à l'extrême, dans son processus, c'est de dire aux gens, vous avez un rôle. Chacun a un rôle. Vous savez la phrase de Montaigne, tout homme porte en soi toute l'humaine condition. C'est pas spécifiquement français, italien, espagnol, américain, c'est universel. Et c'est parce qu'on aura ce discours, et c'est pas en tirant au sort quatre clampins dans un coin qu'on aura ce discours, évidemment. Bon, c'est en ayant un discours humaniste qui s'adresse à l'humain en général. Et je crois que les deux choses sont liées, c'est-à-dire on lit le discours, puisque j'ai parlé d'international, le discours social, on en a parlé, le discours politique et le discours philosophique. Et c'est en reliant tout ça qu'il y aura une solution. On a deux questions pour terminer cette émission. La première, c'est que on voudrait savoir dans quel environnement vous baignez, c'est-à-dire qu'est-ce que vous lisez au quotidien, comment vous vous informez, qu'est-ce que vous regardez. Est-ce qu'il y a des journaux que vous lisez très régulièrement, à l'inverse d'autres pas du tout? Il y en a un que je lis évidemment assez souvent, puisque ma compagne a quelques rapports avec ce journal, c'est Le Monde diplomatique. Bon, bon, j'admets qu'il est spécifique, c'est-à-dire que c'est un mensuel. C'est pas le cas de tous les journaux, bien entendu. Je lis avec plus ou moins d'intérêt des journaux comme Le Monde. Il m'arrive de feuilleter Le Monde, pas tous les jours, mais ça m'arrive. Donc, au niveau de la presse, oui, je lis pas mal de choses, y compris les hebdos. Je lis pas mal de bandes dessinées, pour vous surprendre. Lesquelles? Non, mais je suis assez attaché aux bandes dessinées un peu léchées, genre Black et Mortimer ou Largo Winch, vous voyez, ou alors Corto Maltese. J'aime pas l'autre côté complètement symbolique. On s'identifie mal. Donc, mais enfin, bon, peu importe, c'est mon choix. Mais j'aime bien Corto Maltese, c'est très intéressant le personnage. En revanche, sur le plan des écrivains, il se trouve que je suis membre des amis d'Alexandre Dumas, de la Société des amis d'Alexandre Dumas, avec laquelle je travaille beaucoup. Et donc, je connais pas mal l'œuvre d'Alexandre, qui est, à mon avis, un auteur malheureusement méconnu, parce que c'est un auteur qui est prolifique. C'est pas seulement les Trois Mousquetaires. Encore que je préfère le Comte de Monte Cristo, mais c'est pas ça. C'est des récits de voyage, c'est des biographies de personnages historiques, c'est des relations. Par exemple, j'ai fait rééditer un texte très peu connu qui s'appelle La route de Varennes. Alexandre Dumas, en 1856, est allé à Varennes en s'arrêtant là où s'était arrêté le roi. Il a fait un travail de grand reporter a posteriori. C'est très intéressant comme texte. Et je trouve désastreux que certains, son père était général de la Révolution, pour ceux qui ne le savent pas, un très grand général. Et il était né esclave. Mais il faut savoir qu'en France, quand on mettait le pied en métropole, depuis 1300 et quelques, un esclave n'était plus esclave, il était affranchi automatiquement. C'est depuis Louis X le 8. Donc, bon, il est affranchi, il devient général parce que c'est un très bon militaire, voilà, comme ça. Et il avait une statue avec son fils et son petit-fils, les écrivains. Et les Allemands ont fondu la statue du général. On a demandé longtemps qu'on rétablisse une statue du général. Et la mairie de Paris n'a rien trouvé de plus intelligent que comme statut de mettre des chaînes d'esclaves. C'est-à-dire qu'on ramène un général de la Révolution à sa condition d'esclave. C'est intelligent, ça. Mais je crois que maintenant, on va en refaire une autre. Donc ça va. Une dernière question, André Bellon. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le pluralisme?
Le pluralisme, c'est la nature même. Philosophiquement, ça veut dire le débat. C'est-à-dire que, vous connaissez les formules de Descartes, discours de la méthode. Je me résolus à n'accepter comme vrai que quelque chose que j'aurais pu vérifier, contester, etc., etc. S'il n'y a pas de pluralisme, ça veut dire une pensée unique. Ça s'appelle une dictature. Alors après, la manière dont se caractérise le pluralisme, ça c'est une autre affaire. Si le pluralisme, ça veut dire, comme ça a été le cas, mettons, avec Hollande, prendre un exemple, mais Sarkozy pareil, ça veut dire la mondialisation libérale portée par la droite ou la libéralisation ou le libéralisme porté par la gauche, ça m'intéresse pas. C'est pas du pluralisme. Au contraire, c'est une manière d'empêcher le pluralisme. Voilà. Donc, il est vrai que la mondialisation est un processus de nivellement de la pensée et d'abêtissement du citoyen, puisqu'il n'a plus le droit de discuter de rien. Mais moi qui ai une confiance dans l'histoire humaine, je me dis que c'est un mauvais moment passé. Merci André Bellon pour cette intervention et cet entretien. On restera en contact et on se tiendra au courant des avancées de l'association. Bien, c'est moi qui vous remercie, ainsi que ceux qui ont écouté. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette émission. On se retrouve bientôt pour découvrir d'autres mouvements qui militent en faveur d'un changement de la Constitution. Le pluraliste vit grâce à vos dons. Vous pouvez nous soutenir sur notre page Tipeee ou directement sur notre site internet. On se laisse 1 an pour viabiliser le média et pouvoir commencer à en vivre. Alors on compte sur vous. À très vite.